J'ai en effet couvert les guerres, les révolutions, les tueries, etc. C'est grâce à cette expérience de la souffrance des autres. J'ai été pendant en effet un quart de siècle le témoin, difficilement, douloureusement, des guerres, des révolutions, des famines, des tremblements de terre en Afrique, en Asie, etc. Mais maintenant, avec le recul, puisque j'ai cessé de faire ça il y a une quinzaine d'années, avec le recul, ce dont je me souviens le plus de ces 25 ans, c'est que dans toutes les situations, j'ai trouvé des gens qui ne désespéraient pas. Autrement dit, j'ai pris des leçons d'espérance, de détermination, de combativité auprès de gens qui, eux, avaient toutes les raisons de désespérer et qui étaient animés par l'espérance. Et vous savez que pendant ces 26 années-là, entre 1968, la guerre du Biafra, et 1994, l'affaire de Sarajevo dans l'ex-Yougoslavie, vous savez, pendant ces 26 années-là, où je retrouvais le pessimisme, toujours, la sinistrose, à Paris, en rentrant à Paris. Et j'ai fini par prendre en horreur cette espèce d'abandon un peu mondain, un peu mièvre, un peu lâche au pessimisme, alors que j'avais pris des leçons d'espérance auprès de gens qui étaient bien plus à plaindre que nous. Voilà. Donc je crois que c'est ce qui a chevillé en moi non seulement cette espérance qui est têtue en moi, mais cette exaspération devant ce que j'appelle le pessimisme mondain, vous savez, celui de Saint-Germain-des-Prés, quoi. J'aime pas trop le mot optimisme, parce qu'il a d'abord été un peu ridiculisé par Voltaire, à juste titre, dans son conte philosophique qui s'appelle Candide. Le sous-titre de ce conte, c'est l'optimisme. Et Voltaire se moque de l'optimisme, vous savez, ceux qui pensent que, pour reprendre la phrase de Leibniz, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et j'aime pas cet optimisme niais, béat. Je préfère ce que j'appelle l'optimisme stratégique. C'est-à-dire que l'idée qu'en refusant de céder au pessimisme, en refusant de céder au découragement, je vais travailler, simplement en faisant cela, à ce que le meilleur arrive et à ce que le mauvais ne triomphe pas. Si vous cédez au pessimisme, par exemple, parce que vous avez peur que votre banque fasse faillite, si vous cédez à ce pessimisme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à la banque retirer votre argent. Et si tout le monde fait comme ça, vous allez provoquer ce que vous redoutiez. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Mais moi, je pense que l'optimisme, lui aussi, il est autoréalisateur. Bon, c'est très simple, vous savez, c'est vrai que quand vous discutez avec des gens aujourd'hui, c'est la mode du rétro, des rétrospectives, le regret pour le bon vieux temps. Et souvent, des jeunes me disent « Ah, quand même, quand vous étiez étudiant dans les années 60, c'était le bon temps, il n'y avait pas de chômage, etc. Donc vous aviez des raisons d'être optimiste qu'on a perdu. » Je leur dis « Mais vous vous trompez. Dans les années 60, quand moi j'étais étudiant à Bordeaux, quand j'ai fait mon droit, de quoi on parlait en permanence? De la guerre nucléaire. On était convaincus qu'on allait vivre l'apocalypse nucléaire. Et c'était d'ailleurs tellement vrai qu'on a failli le faire. Vous savez, en 62, on a failli connaître l'apocalypse nucléaire. Donc on voyait l'avenir en sombre, en terrible. Si vous remontez encore une génération, en 42, au moment où l'Empire, le Reich hitlérien était au sommet de sa puissance, il y a des gens, il y avait toutes les raisons en Europe pour désespérer. Mais il y a des gens qui ne désespéraient pas. Et comme ça, je pense qu'on pourrait remonter. Je vous le dis ça, c'est une plaisanterie, mais c'est une vérité aussi. On pourrait remonter comme ça de génération en génération jusqu'à l'homme de Cro-Magnon. Et on trouverait à chaque fois autant de raisons de désespérer que d'espérer. Alors je crois qu'on n'a plus le temps de désespérer, que c'est du temps perdu. J'aime pas le mot crise, parce qu'on l'emploie à tort et à travers toute la journée, du matin au soir, les hommes politiques, les journalistes, et la crise, et on va sortir de la crise, on va pas sortir de la crise. C'est un mot mensonger. Je ne veux pas dire par là que les gens qui l'emploient mentent volontairement, mais il est mensonger parce que quand vous employez le mot crise, vous laissez entendre qu'une fois la crise finie, on va revenir à l'état d'avant. Une fois la crise finie, on va retrouver la croissance des années 70. Une fois la crise de l'école finie, on va retrouver l'école des années 60 avec le maître en tablier gris, etc. C'est absurde, parce que ça n'est pas une crise que nous vivons, c'est une mutation. Nous sommes en train de changer de monde. Donc si vous parlez de crise, vous générez du pessimisme, parce que vous annoncez des choses qui ne se produiront pas. Quand on dit aux Français, on va inverser la courbe du chômage, ça ne s'est pas produit. On leur a répété 3 ou 4 fois, ça ne s'est pas produit, parce qu'on parlait de crise. Si dès le départ on avait dit aux gens, on est en train de changer, de muter, c'est un autre monde demain qui s'annonce, dans lequel le travail ne sera plus le même, la manière de le réguler ne sera plus la même, etc. On aurait évité de fabriquer du pessimisme, dont le mot crise, à mon avis, il faudrait nous l'arracher du cerveau.
Ben, justement, quand on prend conscience de ces points communs entre les 5 mutations que j'ai énumérées dans mes livres, la mutation géopolitique, économique, numérique, tout ce qu'on veut, il y en a 5 considérables. Elles ont tout un point commun, c'est qu'elles portent en elles le pire et le meilleur, la promesse et la menace. Ça veut dire qu'elles nous renvoient à notre responsabilité de citoyen. Quand on est citoyen et qu'on croit à la démocratie, quel est notre boulot de citoyen? C'est tout faire pour faire advenir le meilleur et conjurer le pire. Autrement dit, prendre conscience de ce point commun, c'est tout d'un coup se sentir remobilisé comme citoyen. Et nous avons sacrément besoin de cela.